Bonjour à toutes et à tous, c'est Kevin pour les Ludovores. On se retrouve pour notre second rendez-vous hebdomadaire. Vous commencez un petit peu à connaître la chanson. Le dimanche, c'est le menu crowdfunding avec toutes les nouveautés sur Kickstarter, GameFound et compagnie. Et le mercredi, c'est donc le suivi du menu, à savoir donc l'exploration de l'évolution des campagnes, surtout celles auxquelles il reste moins de 7 jours de campagne, en passant bien sûr sur les annulations, les projets financés ou pas encore financés, et ainsi de suite. Du coup, sans plus tarder, on va aller voir les projets annulés. Ils sont au nombre de 2 avant de passer sur le suivi des projets encore actifs. Et on commence tout de suite avec un projet qui avait été présenté dans le menu crowdfunding du 28 août dernier. Il s'agit de The Comic Book Bubble, qui a été annulé malencontreusement cette semaine. Enfin malencontreusement non, juste malheureusement en fait tout simplement, avec 263 contributeurs, 5000 euros d'engrangés sur 7500 nécessaires. Le seuil de financement n'était pourtant pas très élevé, et pourtant, gros échec. Alors pourquoi gros? Parce que c'est vrai que certains projets financent avec 260 contributeurs, et je dis parfois que c'est un résultat honorable, mais là, comme vous pouvez le voir, c'est un jeu par Scott Arms, qui est l'un des auteurs les plus prolifiques de ces 5 dernières années, on va dire, surtout lorsqu'il s'agit de jeux en solo. En plus, dans un univers de comics qui est plutôt très populaire, en tout cas outre-Atlantique, peut-être un petit peu moins en Europe, c'est vrai, même si ici c'était dépourvu de n'importe quelle licence bien connue du genre. C'est peut-être aussi là que le bas blessait un petit peu, peut-être aussi que le design en termes de direction artistique était un petit peu pauvre, un petit peu trop sobre peut-être. En tout cas, cette fois-ci, ça ne financera pas pour The Comic Book Bubble. On va quand même aller voir du côté des actus, la dernière actu potentiellement pour voir un petit peu ce qu'il en est de l'avenir du jeu. Et apparemment, tout simplement, l'éditeur ne jette pas la pierre sur l'auteur, et c'est déjà bien en soi, mais tout simplement, ils ont compris, ou en tout cas ils pensent avoir compris, que ce n'est pas forcément un jeu adapté au public de Kickstarter, ou en tout cas pas au desiderata des contributeurs potentiels qui fréquentent la plateforme. Et donc du coup, on devrait garder nos yeux ouverts pour l'année 2023, pour le retour de Comic Book Bubble, pardon. Mais est-ce que ce sera sur Kickstarter ou directement en retail, en boutique? Je pense que c'est plutôt cette dernière option qu'ils envisagent du côté de chez Ape Game. Donc visiblement, vraisemblablement, je pense, plutôt une sortie directement en boutique que plutôt que passer vers la case socio-financement. Voilà pour The Comic Book Bubble. Seconde annulation pour un jeu présenté lui aussi d'ailleurs dans le menu crowdfunding du 28 août dernier. Il s'agit de Tale Story, un jeu de deck building à l'envers dans lequel vous devrez pourrir le deck de vos adversaires en faisant en sorte aussi de choper les meilleures cartes dont eux se défausseront au fur et à mesure. Donc en tout cas, malgré un principe intéressant sur le, le mécanisme central du jeu, on va dire, ça n'a visiblement pas convaincu grand monde. Les contributeurs se sont même plutôt dit où est le cucu, où est la tête, et grand coup de pied dans le projet pour ceux qui auront la ref, un film français des années 90-2000. Quoi qu'il en soit, 55 contributeurs, 3000 euros d'engrangés. Bon, en même temps, on n'était pas si loin du seuil de financement que ça. 5027 euros pour le financement. Mais bon, ce petit projet thaïlandais, malheureusement, ne verra pas le jour. En tout cas, pas pour le moment. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne les retrouvera pas un jour. On va quand même aller voir rapidement la dernière actu pour en avoir le cœur net. Et malheureusement, ça sent pas très bon pour Tale Story, puisque vous le voyez ici, eh bien les auteurs, l'éditeur nous dit qu'ils ont investi quand même une somme assez importante, assez considérable, et qu'on n'est pas suffisamment proche des 5000 $, on aurait peut-être financé d'ailleurs, mais qu'ils ont investi bien plus que la somme que eux ont demandé pour atteindre le seuil de financement, et qu'il leur faudra en plus derrière, bien sûr, aller couvrir pour les sommes qu'ils ont déjà engagées pour tout ce qui est marketing, coûts de développement, etc. Et du coup, il n'y a pas du tout de date ou de, comment dirais-je, de fourchette en termes de potentielle tentative à nouveau de Tale Story sur Kickstarter. Donc ce jeu serait-il mort et enterré? C'est pas tout à fait impossible, j'ai l'impression. En tout cas, pour l'instant, c'est pas une très bonne nouvelle pour tous les amateurs, assez peu nombreux, vous en conviendrez, de Tale Story. Juste par curiosité, combien de Français là-dedans? Aucun a priori. Mais bon, dommage quand même pour Tale Story. Et du coup, on va maintenant pouvoir passer au projet auquel il reste une semaine, voire peut-être un peu plus, jusqu'à 10 jours de fin de campagne. Et on commence tout de suite avec Evian, ou Evian en anglais peut-être, saison 2 Winter's Bite.
près de 500 contributeurs pour l'instant à 3 jours de la fin de la campagne, et il s'agit d'un projet que j'avais présenté dans le menu crowdfunding du 21 août dernier. Pour l'instant, ça se passe pas trop mal. On est à 67 000 euros d'engrangés, près de 500 contributeurs, ce qui n'est pas extraordinaire, mais ce qui n'est pas mal non plus. Ça reste un peu dans la droite lignée des précédents projets de Luminary Games, qui s'est focalisé essentiellement sur Evian d'ailleurs. Hein. La première saison avait fait 529 contributeurs. On devrait atteindre un résultat assez similaire à celui de la première saison finalement. Donc pas une énorme évolution, mais un public relativement fidèle, on va dire. Voilà, c'est pas non plus un énorme résultat. Quoi qu'il en soit, les stretch goals rapidement pour ce jeu de confrontation, hein, je le rappelle, avec des petites miniatures, 3 boîtes qui mériteraient d'être réunies en une seule à mon avis, mais qu'ils ont préféré décomposer en 3 pour certainement des raisons monétaires, disons, qui a l'air d'être plutôt bien produit avec des game trays, etc. Donc c'est plutôt bien foutu. Et donc pour ce jeu de duel, on aura en stretch goals des upgrades pour les personnages. Ici le Meditate. Est-ce que ce sera disponible pour tous les personnages? Est-ce que c'est un... Oui, c'est un trait. Donc les traits sont applicables à chacun des personnages. Et si je me souviens bien, vous pourrez mélanger un personnage et puis, comment dirais-je, un archétype de personnage que vous allez accoler à tel ou tel personnage. Et donc ça vous permet d'avoir une certaine rejouabilité, une certaine profondeur de jeu, plein de combos à imaginer également. Donc ici on aura Meditate, on aura aussi une upgrade matérielle avec des tokens qui seront désormais en acrylique et non plus en carton, ça c'est plutôt très sympa. Ensuite on a la finition au lin, le maillage au lin sur les cartes qui est toujours appréciable également. Ensuite, on a aussi un nouveau trait que j'ai mentionné tout à l'heure, tout comme Meditate, qui sera cette fois-ci le Storm Charge. Vous voyez ici les logos avec lesquels ils peuvent être, comment dirais-je, mis en synergie, on va dire. Ensuite, on n'a pas débloqué le reste, donc bon, je vais aller un peu plus rapidement, mais à partir du 69K, vous le voyez ici, le seuil n'a pas été atteint, ça devrait pouvoir se faire dans les 3 jours à venir. On aura apparemment une finition avec le maillage au lin à l'intérieur même de la boîte Anthologie, donc la boîte qui regroupe la saison 1 et la saison 2, donc c'est plutôt sympa aussi. Ensuite, nouveau trait avec Flash, et puis également des mini, donc des miniatures qui ont été un petit peu améliorées, enfin qui seront potentiellement un petit peu améliorées avec le Ink Wash, autrement dit cette petite finition avec un petit ombrage porté aux miniatures qui leur donne un peu plus de vie, un peu plus d'immersion aussi. Donc c'est quand même plutôt très sympa comme ajout, si tant est qu'on atteigne les 75 000 euros, ce qui devrait quand même pouvoir se faire, je pense, d'ici la fin. J'entrevois un petit, 580 backers d'ici la fin de la campagne. Voilà pour Evian saison 2. Présenté dans le menu crowdfunding du 28 août dernier, River Track, 3 jours avant la fin de la campagne, a pour l'instant atteint 235 contributeurs avec 5213 euros d'engrangés. Le projet est donc financé. Je rappelle également qu'il sera disponible en français comme le drapeau ici le stipule. Est-ce que cela concernera uniquement les règles? C'est à voir. On aura peut-être juste un petit PDF et pas forcément une règle imprimée, mais comme vous pouvez voir, le matériel lui-même ne possède pas de texte, donc a priori c'est relativement facile à prendre en main, même quand on n'est pas spécialement un grand spécialiste de la langue de Shakespeare. Ici vous voyez les règles en français, donc peut-être que les 4 langues seront incluses directement dans le jeu. À voir. Apparemment c'est quand même un livret de règles assez léger, on n'est pas sur un livret de 25 pages, donc ça coûte assez peu cher de produire une règle pour chaque langue, même si c'est dans chaque boîte de jeu. Pour ce qui est des stretch goals, y en avait-il? J'ai un peu oublié, oui il y en avait quelques-uns apparemment. On aura éventuellement des petites huttes bonne question. Est-ce que ce sera en bois? Est-ce que ce sera en impression 3D? Je ne sais pas. Et puis aussi, on aura des petits chapeaux, eux aussi, peut-être en bois, peut-être en impression 3D. Là-dessus, je ne saurais pas vous dire, mais bon, pas des ajouts vraiment hyper convaincants pour le jeu. Quoi qu'il en soit, River Track s'est financé, 235 contributeurs, il reste 3 jours, donc 2 lorsque vous verrez cette vidéo sur YouTube. On continue avec un petit passage du côté de chez Ulule et le Gwent original, vous l'aurez reconnu pour ceux d'entre vous qui seraient éventuellement des fans de The Witcher, donc la série de jeux vidéo du même nom. Le jeu de cartes issu du 3e épisode de The Witcher. Comme j'avais déjà évoqué 2 fois préalablement, le jeu ne possède pas la licence officiellement, hein, donc
attention, on ne sait jamais trop ce à quoi il pourrait être sujet légalement parlant. J'ai un commentateur la semaine dernière qui nous a dit en commentaire justement que, je crois que c'était Maxime qu'il s'appelait, qui nous a dit que l'auteur était au courant bien sûr de l'aspect un peu bancal, légalement parlant, de ce projet sur Ulule, mais qu'il a pris le risque parce que c'est un passionné qui ne comptait pas de toute façon faire des bénéfices dessus. Bon, ok. Mais toutefois, si un beau jour l'éditeur polonais à l'origine du jeu vidéo eh bien, montrait le bout de son nez et se levait de mauvaise humeur un bon matin, il ne serait pas forcément à l'abri d'une attaque en justice, donc bon, je sais pas, je suis toujours un petit peu circonspect vis-à-vis de ce projet, mais si toutefois vous êtes des gros fans du jeu et que vous voudriez une version physique au-delà de la version virtuelle qui existe déjà, peut-être même qu'elle existe déjà en version physique, je ne sais pas, eh bien ça pourrait potentiellement vous séduire malgré tout avec ces illustrations qui proviennent toutes du jeu vidéo vraisemblablement. Voilà pour ce qui est du Gwent original, 114 contributions, il reste 3 jours avant la fin de la campagne. Présenté le 28 août dernier dans le menu crowdfunding, après avoir déjà été abordé il y a quelques mois quand il était sorti sur GameFound, à l'époque ça s'était assez mal passé, Space Lion cette fois-ci va certainement financer, mais c'est pas encore garanti non plus pour être tout à fait honnête. Vous le voyez, on est à 13 000 € approximativement aujourd'hui, le seuil de financement est à 16 000 €, il reste une semaine avant la fin de la campagne, sachant que les 2 derniers jours attirent généralement une masse de backers assez conséquente. Je pense qu'on devrait pouvoir atteindre 400-450 contributeurs et financer par la même occasion, mais ce ne sera pas un énorme succès pour ce jeu de Solis Game Studio. Y avait-il des stretch goals? De toute façon, même si c'était le cas, on n'en parlerait pas tellement puisque le jeu n'est pas financé. Donc je vous rappelle juste qu'il s'agit d'un jeu assez original de confrontation ou aussi de chacun pour sa tronche à 4 ou 5 joueurs je crois, où on va attaquer les joueurs à sa gauche ou à sa droite ou aussi au centre de la table pour faire une sorte de grosse bataille rangée en gros. Donc c'est pas inintéressant sur le principe, mais ça va pas attirer un public assez consistant pour véritablement faire l'objet d'un encart plus conséquent. Voilà pour Space Lion, 250 contributeurs pour l'instant à 7 jours de la fin de la campagne, soit 6 lorsque vous verrez la vidéo en ligne. Présenté le 21 août dernier dans le menu crowdfunding pour ceux qui voudraient en apprendre un petit peu plus sur le jeu, Journey into the Beyond, pour l'instant, ça marche pas des masses, hein, soyons tout à fait honnêtes, ils sont en train de se prendre une tarte. 143 contributeurs, 7 jours avant la fin de la campagne, 8 000 € d'engrangés sur 10 000 nécessaires, on n'est pas si loin du seuil de financement, on est à peu près à 75%, ça devrait pouvoir se faire pour Handsome Monkey Gaming. L'auteur est vraiment très sympa, j'ai pu faire une partie avec lui sur TTS il y a de ça un mois et demi avant le lancement de la campagne. C'est pas mal, je suis pas fan du tout de la direction artistique, ça fait très années 90 et c'est assumé, c'est volontaire. Mais sinon, le jeu en tant que tel est pas vilain. Il y a un mode compétitif et un mode coopératif désormais, ce qui n'était pas le cas quand je l'avais testé. Et c'est pas mal, c'est pas mal. Est-ce que ça vient casser de 3 pattes à un canard? J'ai envie de dire non. Mais bon, est-ce qu'on demande à tous les jeux de révolutionner le genre dans lequel ils cherchent à s'intégrer? J'ai envie de dire non encore une fois. C'est plutôt agréable à jouer, ça ne sera certainement pas un incontournable. Et c'est vrai que ça a cette direction artistique un petit peu vieillotte, et volontairement vieillotte. Vous me direz ce que vous en pensez. En tout cas, pour l'instant, Journey into the Beyond n'est pas financé. Présenté il y a 3 jours à peine dans le menu crowdfunding du 4 septembre, Powerline, le nouveau jeu de Dirk Henn et de Queen Games, l'éditeur aux 5478 campagnes par an, et j'exagère à peine, a financé 5 000 € nécessaires, 7 000 atteints. En même temps, le seuil de financement était quand même assez ridicule, faut bien être honnête. Donc forcément, c'est financé avec 187 backers sur CDK, ce qui n'est pas du tout extraordinaire. Queen Games, c'est un éditeur qui fait beaucoup de campagnes. Ceci dit, c'est vrai que c'est la première fois qu'ils en font une du côté de chez GameFound. Généralement, ils sont plutôt du côté de chez Kickstarter et font des résultats qui oscillent entre 500 et 1000, parfois 1500 contributeurs environ. Cette fois, on s'oriente vers une campagne assez difficile pour eux, assez lourde, qui n'avance pas beaucoup, malgré les jours qui, eux, s'écoulent petit à petit. Quoi qu'il en soit, un petit jeu qui se veut, avec une thématique écologique, qui se veut lui-même un petit peu écologique, voilà. Pour 1 à 6 joueurs, 45 minutes la partie, je vous renvoie bien évidemment vers le menu crowdfunding d'il y a 3 jours pour en apprendre plus sur ce jeu de stratégie compétitif pour 1 à 6 joueurs, avec une direction artistique
pas formidable, soyons honnêtes, et qui en plus de ça ne vous donne pas comment dirais-je, les frais de port, ce qui est toujours un gros problème, mais visiblement comme c'est un jeu qui se veut écologiste, et bien évidemment vous irez le chercher directement à l'usine, à pied, en Chine probablement, parce que bon, c'est un jeu écolo, mais il ne faut quand même pas pousser. Voilà pour Powerline, 7280 € d'engrangés à 7 jours de la fin de campagne, 6 lorsque la vidéo sera publiée en ligne, ce qui veut dire que c'est la dernière fois que vous l'apercevez sur le suivi du menu crowdfunding. Donc si vous êtes intéressé par le jeu, par sa thématique et par les jeux de Queen Games en général, auquel cas vous baquez 500 jeux par an, ça peut être pour vous éventuellement. Présenté dans le menu crowdfunding du 21 août dernier, Nanolith, qui nous vient directement de Woodpecker Games en Allemagne. 2000 contributeurs, le projet a pris son envol, tel un petit oisillon qui quitte le nid, c'est beau, 2011 contributeurs, là, ils font parler la poudre, c'est bien, pour un éditeur qui a assez peu d'expérience sur Kickstarter, dont c'est seulement le deuxième projet, je le rappelle, c'est plutôt un très beau résultat, d'autant plus que le premier c'était déjà Nanolith, il y a de ça 1 an, et ça s'était soldé à l'époque par un échec. Donc ils ont revu leur copie, ils ont retravaillé le projet, y compris en termes de direction artistique, c'est quand même bien plus joli d'ailleurs, enfin apparemment, si j'en crois les quelques visuels qu'on a pu voir ici. Et du coup, à l'époque, on avait fait une annulation d'entrée de jeu avec 0 €. Tiens, donc qu'est-ce qui s'était passé ? Il y avait eu une erreur quelque part, c'est pas possible. Quoi qu'il en soit, ils ont retravaillé le projet durant l'année qui s'est écoulée, et cette fois-ci, le résultat est là, 2000 contributeurs à 8 jours de la fin de la campagne, ce qui veut dire qu'il restera 7 jours lorsque vous verrez cette vidéo, donc là encore, c'est la dernière fois que Nanolith apparaît dans le suivi du mini crowdfunding, mais à surveiller, c'est un petit jeu en campagne Legacy pour 50 à 60 heures, avec des petites miniatures plutôt bien réalisées elles aussi, dans un monde très orienté cyberpunk. 50 à 60 heures, ça fait quand même un paquet d'heures de jeu, un certain nombre de parties en collaboration avec les autres joueurs autour de la table, donc il y aura quand même pas mal de matière à aller explorer dans ce jeu, si tant est que vous soyez bien évidemment amateur du genre, du cyberpunk, mais ça a l'air d'être plutôt qualitatif, en tout cas ça a convaincu quand même déjà 2000 contributeurs, c'est pas rien. On va aller voir rapidement les stretch goals. Y en avait-il d'ailleurs dans la campagne? Il me semble que oui, si mes souvenirs sont bons. On va essayer de retrouver ça assez rapidement. Les voici. Les stretch goals. On a donc maintenant des cubes en acrylique. Bon, ça c'est un petit ajout qui n'est pas extraordinaire, mais c'est vrai que c'est appréciable. J'aime bien les petits cubes en acrylique, pourquoi pas. Ensuite, à 40 000 €, on a également débloqué un new comic, donc un nouveau chapitre de la BD, on va dire, le chapitre 2, intitulé The Refugee Ship, donc le navire des réfugiés. Ensuite, à 45 000 €, on a débloqué aussi une amélioration de matériel avec des cartes un petit peu plus épaisses. C'est toujours agréable également, avec des cartes certainement un peu plus résistantes, un peu plus agréables au toucher peut-être également. 55 000 €, on a débloqué le chapitre 3 avec The Escape from the Tower, donc la fuite de la tour. Ensuite, à 65 000 €, on a également débloqué un marque-page pour aller sauvegarder votre partie, votre évolution dans la partie. C'est pas essentiel, mais bon, ça a le mérite d'exister, pourquoi pas. Il y en aura 2 apparemment, hein, 2 marque-pages, pardon, excusez-moi. J'ai bugué l'espace d'une seconde. Quoi qu'il en soit, ça vous permettra de sauvegarder votre partie et votre évolution. 75 000 €, on a débloqué aussi le 4e chapitre, The Oberon Portal, donc le portail d'Oberon. Alors à quoi ça correspond, là je ne pourrais pas vous orienter plus que ça. À 85 000 €, on a débloqué aussi une amélioration de matériel pour ce qui est des livrets, livrets de règles, mais également livrets de campagne avec une qualité de papier un petit peu améliorée. 95 000 €, 5e chapitre, The End of Eden, donc la fin de l'Éden. 102 000 €, le Linen Finish, donc la finition au lin sur toutes les cartes. Donc ça c'est plutôt appréciable également en termes de qualité de matériel. 115 000 € des plateaux en carton plus épais. Donc toutes les ressources en carton, tous les cartons les plateaux de joueurs également revus à la hausse en termes d'épaisseur, c'est plutôt sympa. 122 000 €, on a également des petites boîtes pour chacun des personnages, ça aussi c'est très sympa pour aller ranger, mais également pour aller installer le jeu, ce sera beaucoup plus rapide parce que chaque personnage aura son matériel inclus dans une petite boîte à part, donc ça c'est plutôt très sympa. 130 000 €, une mission, une side mission, donc une mission annexe, on va dire, qui ne sera pas une nécessité, intitulée The Dropship. Ensuite, on aura également des sleeves pour toutes les cartes, ça c'est plutôt très sympa. Il faudra juste aller vérifier si c'est en add-on ou si c'est inclus dans tous les pledges. Généralement, les sleeves, donc les protège-cartes, c'est plutôt en add-on, mais c'est présenté comme étant ici un stretch goal, donc est-ce que éventuellement ce serait des sleeves pour tous les backers? Pourquoi pas?
mais ça me semble être un petit peu dommage parce qu'il y a quand même pas mal de backers, de joueurs qui sont pas spécialement adeptes des protège-cartes. Donc, je sais pas, ce serait un peu à perte d'en produire si on a des résultats qui sont pas spécialement en demande de sleeves, tout simplement. 135 000 euros, il y en a quand même un paquet. On va essayer d'accélérer un petit peu parce qu'il y en a quand même beaucoup. On aura aussi des upgrades matériels supplémentaires, on a aussi un nouveau lobby, on a des dés ajoutés également pour le stress. Okay. Ensuite, on aura aussi un mode Arena qui sera exclusif à Kickstarter apparemment. On a ensuite un chapitre 5, End of Eden 2, donc il y a une deuxième fin à l'Eden, il n'y en avait pas qu'une, la fin n'est pas unique. Ensuite, on a aussi une nouvelle mission annexe, on a encore des dés supérieurs, enfin une qualité supérieure on va dire plutôt, un nouveau magasin, une nouvelle boutique à l'intérieur du jeu. Ensuite, toutes les cartes seront faites de plastique désormais, des cartes en PVC, ça c'est un sacré bel ajout par contre. Ils ont certainement dépassé leurs estimations les plus optimistes, parce que pour aller intégrer des cartes en PVC c'est plutôt très très classe apparemment. Ensuite, à 163 000 euros, nouveau chapitre également, Eliza's Embracement, l'enlacement de Elisa, on va dire, un truc comme ça. Nouveau chapitre, Valith, et puis nouveau chapitre, The Last Samurai, le dernier samouraï. Ça en fait un paquet de stretch goals pour ce jeu, mais en même temps je pense qu'il mérite son succès. On est sur un assez joli jeu qui vient mêler quelques figurines assez bien réalisées et pas mal de standees, avec 50 à 60 heures de campagne en Legacy. Malheureusement, pas de version francophone pour l'heure. Peut-être qu'on en trouvera d'ici quelques mois, allez savoir. On arrive parfois à trouver des éditeurs francophones plusieurs mois après la fin de la campagne, auquel cas, bien entendu, il faudra plutôt compter sur la sortie en boutique que, bien évidemment, sur le Kickstarter. Mais quoi qu'il en soit, Nanolith, demi-contributeur, ils ont bien fait parler la poudre. On est sur une belle petite bouteille de rosé, ou de schnapps plutôt, parce que c'est un projet allemand. Quoi qu'il en soit, 2000 contributeurs, il reste 7 jours avant la fin de la campagne, ce qui veut dire que c'est la dernière fois que vous le voyez sur le suivi. Présenté le 21 août dernier, Mini Meeple Melee, 570 contributeurs, c'est plutôt un très beau résultat. Je vous renvoie vers la vidéo du 21, je viens de le dire, j'ai déjà oublié entre temps. 21 ou 28 21, c'est ça, 21 août dernier, pour ce petit jeu qui, vous le voyez, est contenu dans une toute petite boîte en métal. Pour 20 à 30 minutes, 1 à 4 joueurs. Il y a même un petit mode solo avec une boîte qui en plus est aimantée, qui vous permettra d'orienter le jeu différemment à chaque partie. C'est assez original de ce point de vue là. Je sais pas vraiment ce que ça vaut en termes de gameplay, mais bon, ça a le mérite d'être original en tout cas. Voilà pour ce qui est de Mini Maple Melee. C'est pas forcément facile à prononcer avec tous ces M à répétition. Beau projet, beau petit projet dans une petite boîte en métal, facilement transportable. Y avait-il des stretch goals? Oui, il y en avait, avec ici le financement tout simplement, j'ai l'impression. Ensuite, on aura une extension Fire and Ice, donc le feu et la glace. Et puis pour le reste, ce n'est pas encore débloqué, mais potentiellement une extension semi-coopérative. Donc ça peut être relativement intéressant également. Donc pour les amateurs de jeux miniatures, facilement transportables, c'est potentiellement intéressant. Ceci dit, pas de version française. Après, vous le voyez, il y a quand même assez peu de texte. Il suffira de lire 1, 2, 3 petites cartes sous petit format pour pouvoir éventuellement y jouer, j'imagine. Voilà pour Mini Meeple Melee. Présenté le 28 août dernier dans le menu crowdfunding, Small Kingdoms Oak Campaign est un de ces nombreux jeux en print and play de Roll and Write. On l'avait présenté, je vous laisse aller redécouvrir, mais bon, c'est en gros un Roll and Write, sauf que cette fois-ci, ça a cette thématique de guerre, de conflit entre des animaux anthropomorphes, avec plusieurs chapitres. Mais bon, après, c'est vrai que la thématique est assez originale. Est-ce que le jeu lui-même l'est? Ça reste un roll and write relativement classique, si ce n'est peut-être la disposition des dés et la façon de les utiliser qui peut être relativement intéressante. Vous me direz ce que vous en pensez. Bon, c'est vrai qu'on commence à faire un petit peu une overdose de print and play roll and write sur Kickstarter ces derniers temps. Mais en tout cas, le jeu est disponible en français, donc ça pourrait éventuellement vous intéresser si vous appréciez le genre. 8 jours avant la fin de la campagne, donc là encore, on est sur un jeu dont c'est la dernière apparition dans le suivi. En serez-vous? N'en serez-vous pas? Dites-le moi dans les commentaires. On entre désormais dans les campagnes auxquelles il reste un peu plus d'une semaine avant la fin de cette dite campagne, justement.
Vous le voyez ici avec Sea of Legends, il reste 9 jours, soit 8 lorsque la vidéo sera mise en ligne, donc on le verra une dernière fois dans le suivi la semaine prochaine. Quoi qu'il en soit, je vous renvoie vers la vidéo de présentation qui était celle du 28 août dernier dans le menu crowdfunding pour en apprendre plus sur Seas of Legends, mais également du côté de la chaîne de notre ami Nyx qui en a parlé à plusieurs reprises, qui est vraiment charmé par le jeu. J'avoue que moi aussi j'ai beaucoup aimé la première et seule expérience qu'on a pu en avoir, Xavier et moi, d'ailleurs avec Nyx qui nous a présenté le jeu. C'était plutôt très sympa. Par contre, c'est très cher. Voilà, je l'avais déjà évoqué lors du menu crowdfunding du 28 août dernier justement. Le jeu est vraiment intéressant, il y a blindax de miniatures très bien réalisées, la direction artistique est magnifique également, le gameplay est au rendez-vous, c'est assez original. C'est un jeu que j'aimerais bien intégrer à ma ludothèque très clairement, même si, et ce serait le premier d'ailleurs, il doit s'accompagner d'une application sur tablette ou sur smartphone pour être véritablement joué. Donc ça c'est un petit peu un moins de mon côté. Mais quand même, malgré tout, j'aimerais bien l'ajouter à ma collection. Je ne le ferai pas parce que c'est vraiment très très cher. Les tarifs sont un petit peu prohibitifs à mon avis. Mais bon, 1900 contributeurs sont convaincus par Sea of Legends et cette nouvelle extension Vengeance of the Empires qui vous permet évidemment d'aller acquérir également le jeu de base si vous ne l'avez pas encore fait. Malheureusement, pas de version francophone pour l'heure. En trouvera-t-on à l'avenir? Peut-être, mais c'est pas garanti. C'est un jeu assez difficile à vendre vu le prix auquel il est proposé sur Kickstarter. Mais bon, 1900 contributeurs malgré tout, 213 000 euros d'engrangés, 9 jours avant la campagne, soit 8 lorsque vous verrez cette vidéo. Et par curiosité, on va aller voir dans la communauté pour voir combien de francophones sont disposés à payer 200 euros plus éventuellement les frais de port. 50 presque, 48 contributeurs français. C'est pas mal, 19 belges également d'ailleurs. Donc quand même un très beau résultat pour Sea of Legends, même si, soyons tout à fait transparents, telle une protège-carte, on va aller voir sur les 4 projets créés par l'éditeur pour constater que Sea of Legends avait fait 4700 contributeurs lors de la première campagne et pour l'instant on est à 1900 à une semaine de la fin de la campagne. Autrement dit, je pense très clairement qu'on n'atteindra pas les 4000 contributeurs et quelques qu'on avait vus dans la première campagne. Peut-être aussi parce qu'ils avaient quelques déboires justement avec l'application qui n'était pas prête, je crois si je me souviens bien, lorsque le jeu avait atteint les backers après la campagne de jeu d'origine. Depuis le temps, l'application a été améliorée, revue, corrigée, donc ça devrait être bon cette fois-ci, mais il souffre peut-être un petit peu de cette réputation d'éditeur qui livre son jeu, mais qui n'a pas encore tout à fait fini l'application qui est pourtant relativement nécessaire pour pouvoir être jouée. Donc voilà, prenez ça avec des pincettes, mais ça reste un excellent jeu. Sea of Legends, Vengeance of the Empires, 1900 contributeurs à 9 jours de la fin de la campagne, on en reparlera donc pour les stretch goals la semaine prochaine. Présenté le 21 août dernier dans le menu crowdfunding, Trailblazers était vraiment la belle surprise du mois d'août. 3200 contributeurs, 200 000 euros d'engrangés à 9 jours de la fin de la campagne. Là, c'est une belle machine, hein. Ils ont sorti tout l'équipement d'escalade, hein, tout l'équipement de randonnée de montagne, et ils sont partis très très loin. Là, on est parti à l'ascension du mont Everest, hein, 3195 contributeurs, j'attendais vraiment pas un résultat aussi conséquent de chez Bitewing Games, puisque vous allez voir, le premier projet, c'était un Rainer Knizia à l'époque. Donc Rainer Knizia, c'est quand même un grand monsieur du monde ludique, même s'il y a des jeux assez inégaux en termes de qualité. Donc ils avaient signé un grand nom, et ils avaient fait malgré tout que 500 contributeurs à l'époque, même s'ils avaient quand même d'entrée de jeu attaqué avec un gros auteur de jeu. Et cette fois-ci, donc pour le deuxième projet, c'est l'envol, hein. Ils sont partis très très haut, très très loin. 3195 contributeurs à 9 jours de la fin de la campagne, ce qui veut dire qu'on va certainement aller chercher 4000, voire peut-être un peu plus de 4000 contributeurs d'ici la fin de la campagne. Donc bravo à eux pour ce jeu de randonnée avec une version portative que vous voyez ici dans un sachet, mais comment on pourrait appeler ça d'ailleurs? Et écoutez, je suis complètement perdu. Voilà, dites-moi en commentaire, je ne sais pas comment on peut appeler ça. C'est pas un sac, c'est un, dans un réceptacle. Non, c'est pas le mot. Un conteneur, c'est pas du tout le mot non plus. Je ne sais pas. Écoutez, je ne sais pas. Vous me le direz. Et celui qui trouvera le meilleur mot de vocabulaire pour décrire ce petit objet ici gagnera une copie de Trailblazers.
Seulement s'il la back, ceci dit, parce que j'ai pas de copie à offrir. Quoi qu'il en soit, pour 1 à 4 joueurs, voire même jusqu'à 8 joueurs si vous prenez l'édition standard ou l'édition deluxe, jusqu'à 4 joueurs, c'est l'édition avec justement ce petit objet qui vous permettra de contenir une édition un peu plus contenue, disons. 30 minutes la partie, 8 ans et plus, on en parlera plus la semaine prochaine lorsque le jeu entamera sa dernière semaine de campagne. En tout cas, ce petit jeu de création de chemin semble avoir séduit un bon nombre de backers. Donc voilà, c'est assez surpris, je pensais pas qu'un jeu de ce type-là puisse attirer autant de monde sur Kickstarter, même s'il y a des extensions, mais des modules qui viennent le complexifier un petit peu, donc on n'est pas sur un jeu vraiment super family friendly malgré tout, il y a un vrai casse-tête là-dedans, mais je suis quand même assez éberlué, assez hébété devant un tel résultat. Mais bon, on parlera de toute façon un petit peu plus en détail la semaine prochaine. En attendant, je vous renvoie bien évidemment vers le menu crowdfunding du 21 août dernier, date à laquelle je l'avais présenté déjà assez en détail. Voilà pour Trailblazers, on en reparle la semaine prochaine. 3200 contributeurs, en tout cas, beau résultat. Celui-ci, je ne l'avais pas encore présenté parce que tout simplement il m'était passé sous le nez. Il s'agit de The Necro Hamster de chez Jackdaw Co. Première fois que j'entends parler de cet éditeur, on va aller quand même voir par curiosité de quoi il s'agit. Ils avaient précédemment présenté Communist Cats, d'accord, les chats communistes, Frontier, et puis une extension peut-être pour Communist Cats, oui c'est ça, 500 contributeurs, puis 1100 lors de la deuxième campagne du jeu Communist Cats, donc plutôt un bon signe. Frontier avait fait un très petit résultat en revanche, et cette fois-ci Necro Hamster. Ils ont un problème avec les animaux, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi y a-t-il autant d'animaux dans leur campagne? Cette fois-ci c'est des hamsters, cette fois-ci ce ne sont pas des chats. Et c'est plutôt joli, j'allais dire c'est plutôt joli, je sais pas si c'est joli en fait, en réalité, mais c'est plutôt reconnaissable. Disons que ça a une patte graphique, une direction artistique assez unique en son genre. Il s'agit d'un petit jeu de cartes pour 2 à 4 joueurs, 7 ans et plus, donc très familial, pour des parties de 5 à 15 minutes. Oui, 5 à 15 minutes, donc des parties très rapides, mais c'est essentiellement un jeu de cartes. Bon, pour le reste, donc gestion de main, combo, etc. Allez voir un petit peu par vous-même. Il n'y a malheureusement pas de version française, donc si vous vous y intéressez, j'imagine que vous connaissez déjà un petit peu, enfin, en tout cas suffisamment la langue de Shakespeare pour aller chercher un petit peu de votre côté ce qu'il en est. Mais vraiment, la direction artistique est assez unique, dans le bon sens du terme. C'est pas forcément le genre qui, moi, m'intrigue le plus, mais je trouve qu'au moins ça a une certaine originalité qui le rend différenciable de la grande masse de jeux qu'on voit sur Kickstarter, et c'est pas en mal pour le coup. Donc voilà, vous avez un petit how to play avec cette phase de summon, d'invocation, etc. Donc tout plein de combos à aller imaginer, etc. Bref, je vous laisserai aller consulter par vous-même la page de la campagne. J'ai, pour être honnête, pas vraiment fouillé plus que ça, puisque j'ai pris connaissance du projet il y a 1 heure à peine. Mais, je me devais en parler, parce que quand même 1500 contributeurs à 10 jours de la fin de la campagne, c'est un très beau résultat pour Necro Hamster, ce petit jeu de 2 à 4 joueurs, auquel il reste actuellement 10 jours avant la fin de la campagne, donc on en parlera encore une dernière fois la semaine prochaine avec les stretch goals, et puis peut-être qu'entre temps aussi j'aurai un petit peu plus exploré le jeu pour voir un petit peu de quoi il s'agit en détail, de quel genre de règles il s'agit, parce que après tout quand même 1500 contributeurs pour un si petit jeu, on ne les doit pas uniquement à la direction artistique assez unique, je pense, même si aussi le prix est assez attirant, parce qu'on est sur du 17-18 € environ. Et ma foi, c'est tout pour Necro Hamster, The Card Game. On continue. Rapidement, un petit point sur Wizlords in Space. J'avais hésité à le présenter dans le menu crowdfunding et puis j'avais eu la flemme, tout simplement. C'est un petit jeu de confrontation tactique pour 2 joueurs, des parties de 45 minutes. 64 contributeurs, c'est pas financé. Dans 10 jours, qu'en sera-t-il? Je sais pas, on verra bien. On est à peu près aux 3/4 du financement. C'est jouable, d'autant plus que le seuil de financement est pas très élevé pour être honnête. Mais bon, ça reste un jeu très classique de confrontation à 2 joueurs avec une direction artistique pas spécialement très jolie. Vraiment, voire même pas très jolie du tout, hein, pour être tout à fait honnête. En tout cas, selon mes goûts, à moi, bien évidemment, ça reste assez subjectif. Mais bon, voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Pour Wizlords in Space, ceci dit, je crois me rappeler que la livraison n'était pas disponible en Europe, mais au Canada par contre, oui, si je me souviens bien. Oui, c'est ça, Canada, USA, et pour le reste, c'est pas disponible pour le Kickstarter. Donc voilà, raison de plus pour ne pas tellement s'y intéresser au final. Voilà pour Wizlords in Space.
Le 28 août dernier, je vous avais présenté Robomon, le pendant en jeu de plateau de Pokémon, mais sans la licence qui va avec malencontreusement, quoique finalement il se porte plutôt très bien, puisque vous le voyez, 1350 contributeurs et près de 150 000 $ d'engrangés. Sur GameFound, pour un petit éditeur, c'est tout sauf une garantie avant le début de la campagne. Donc vraiment, chapeau à eux, faire un très beau résultat comme ça sur GameFound alors qu'on est assez méconnu, c'est un très beau résultat. Et là vraiment c'est un hommage très concrètement j'allais dire à Kickstarter, non pas du tout, c'est un hommage à Pokémon, jusqu'au petit bouton Power de la, comment ça s'appelait déjà, la Game Boy. Vraiment ça reprend tous les critères de Pokémon mais sans la licence, jusqu'au au 16 bits, le graphisme un petit peu pixelisé comme ça. C'est un jeu en campagne, je le rappelle, attention, ce n'est pas un jeu de confrontation à deux joueurs, non, c'est un jeu pour 1 à 2 joueurs en coopératif éventuellement, qui sera en story driven, donc un jeu en narratif. Vous allez explorer le monde de Robomon, l'équivalent de Pokémon. On va donc aller dans des diverses boutiques, on va explorer le monde, on va se confronter à différents dresseurs, si je puis dire, c'est quand même des robots, donc c'est pas vraiment des choses à dresser, mais bon, ça s'apparente à ça, que vous pourrez faire évoluer, vous pourrez en choper des nouveaux, etc. etc. Donc vraiment Pokémon dans l'esprit, avec des confrontations bien évidemment face aux autres dresseurs, c'est vraiment un bel hommage. Je suis même pas spécialement un grand amateur de Pokémon, j'y connais pas grand chose, donc ça m'attire pas outre mesure, mais je ne peux que saluer quand même l'engouement autour de ce projet, qui, à mon avis, était vraiment loin d'espérer un tel résultat, parce que sans la licence de Pokémon, c'était quand même pas garanti. Mais en tout cas, ils mènent bien leur barque, il reste une dizaine de jours, ce qui veut dire que on devrait pouvoir atteindre environ 2000 contributeurs, je pense. Donc vraiment un résultat à saluer. On va aller voir les stretch goals du coup. Quoique non, remarquez, excusez-moi, pas du tout. C'est un projet qu'on verra encore une fois la semaine prochaine, puisqu'il reste 10 jours avant la fin de la campagne, ce qui veut dire qu'on n'a pas besoin de se taper les stretch goals aujourd'hui. Donc non, je ne vais pas me torturer les méninges plus que de nécessaire. 1350 contributeurs pour l'instant, 144 000 € d'engrangés, dollars pardon, mais ça revient plus ou moins au même à l'heure actuelle, pour Robomon sur GameFound. Si vous aviez raté la vidéo, je vous renvoie bien évidemment vers le menu crowdfunding du 28 août dernier pour en apprendre plus sur le jeu, son univers, ses mécanismes. Mais en tout cas, chapeau à eux, beau résultat. Pikachu doit être fier de Gabe Barrett, même s'il lui a pas donné sa licence. On continue avec le doyen de ce suivi du menu crowdfunding. Écoutez bien, il a été présenté dans le menu crowdfunding du 24 juillet dernier, donc il y a plus d'un mois et demi, Nexus Arena Combat System de Diverse Publishing. Et ben, un mois et demi, ça n'a pas suffi à attirer tellement de contributeurs finalement, 500 contributeurs à peine, même un petit peu moins que ça, avec 57 000 € d'engrangés. Le projet est donc largement financé. On est sur un projet avec du kilo plastique, vous le voyez, avec une masse de miniatures, un jeu plutôt bien produit en termes de matériel, mais relativement classique en termes de matos et de propositions de gameplay. Pour des parties, vous voyez ici, de 60 minutes, donc 1 heure la partie pour 2 à 4 joueurs, et c'est du 17 ans et plus, parce que c'est plutôt un petit peu gore parfois, on essaie des miniatures un petit peu orientées dark fantasy, un petit peu très violent, avec du cœur, voilà, portant dans les bras, c'est assez dégueulasse par endroits. Bon, si vous êtes amateur de ce genre de direction artistique, et que vous aimez les jeux de confrontation avec des miniatures plutôt très bien réalisées, il faut être honnête, c'est peut-être un jeu pour vous potentiellement. Mais en tout cas, campagne très longue qui se terminera donc dans 1 semaine et demie. Donc on en parlera encore une dernière fois la semaine prochaine dans le suivi du menu crowdfunding. Pour le reste, si ça vous intéresse et que vous n'en aviez pas encore connaissance, je vous renvoie vers le menu crowdfunding du 24 juillet dernier. Ça remonte. Et on termine cette semaine par Uluk. Lui aussi avait été présenté il y a 3 jours à peine dans le menu crowdfunding du 4 août dernier. Uluk avec en plus de ça une version francophone disponible pendant la campagne, 362 contributeurs à 11 jours de la fin de la campagne, ce qui veut dire 10 jours lorsque vous verrez l'émission sur YouTube, d'où l'inclusion de ce segment dans la vidéo du jour. C'est un projet qui nous vient de Pologne et de Hexy Studio, qui a déjà plusieurs projets à son actif, et qui pour l'instant, je dois bien l'avouer, déçoit un peu.
Si vous allez voir d'ailleurs la vidéo de présentation du 4 août dernier, en début de vidéo, je parle comme chaque semaine du sondage de la semaine dans lequel vous choisissez les jeux qui vous semblent les plus intéressants pour la semaine à venir. Et dans ce sondage de la semaine dernière, Huluk était en première position, il y avait beaucoup de joueurs très intéressés. Il faut bien avouer que le jeu en plus dispose d'une direction artistique plutôt très jolie, très soignée, avec encore une fois, comme souvent, des animaux anthropomorphes. Joli plateau, joli matos, des meeples avec du screen print, c'est plutôt très bien réalisé. Mais je pense que même, d'ailleurs en lisant un petit peu les commentaires sous le menu crowdfunding de cette semaine, je pense que le prix a pas séduit tant que ça. 45 euros, ça va, ça c'est plutôt cool, mais il y a deux extensions qui sont chacune à 16 euros je crois de plus, pour aller chercher un 81 euros au final, pour deux extensions qui sont, si je me souviens bien, composées essentiellement de cartes, hein, vous le voyez ici, deux nouveaux types de cartes par extension, qui auraient certainement pu être assez facilement incluses directement dans la boîte de base, parce que ce sont exclusivement des cartes. Alors, quitte à ajouter ça comme des modules, ça aurait évité de produire deux nouvelles boîtes, et du coup, ça aurait pu permettre aussi de vendre ça beaucoup moins cher, parce que des cartes, ça coûte honnêtement pas grand chose. Donc c'est vrai que proposer un all-in avec deux extensions qui auraient pu ne pas en être, mais auraient pu être simplement des modules, peut-être que du coup, ça n'a pas tellement séduit les backers potentiels. Mais bon, en tout cas, le jeu a l'air d'être relativement charmant, plutôt bien produit, avec des mécanismes qui ont l'air d'être assez solides, bien que relativement classiques, soyons honnêtes, même s'il y a une notion quand même de marché assez intéressant, où les ressources que vous allez exploiter pendant un tour seront plus rares, plus, comment dirais-je, plus chères en réalité, lors des prochains tours, et ça c'est relativement intéressant, c'est ce qu'on voit ici dans ce GIF qui ne veut pas charger malheureusement. Quoi qu'il en soit, vous me direz ce que vous en pensez de Huluk. De toute façon, on en parlera à nouveau la semaine prochaine, mais le résultat est assez décevant pour l'instant. Et ma foi, c'est à peu près tout pour cette semaine de suivi du menu crowdfunding. Donc sur ce, je vais vous laisser tranquillement vaquer à vos occupations. Je vous remercie encore de nous avoir suivis. N'hésitez pas à nous laisser un petit pouce bleu, on le dit assez rarement, mais de temps en temps il faut le rappeler. Et puis également un petit commentaire, surtout des commentaires, parce qu'après tout, c'est ce qui nous intéresse le plus en fait, de recevoir vos impressions, vos avis, que ce soit à propos des jeux présentés bien évidemment, mais également sur le format lui-même. Si ça vous plaît, etc. Quoi. En gros, on aime bien interagir avec vous, c'est aussi une des raisons pour laquelle on a commencé la chaîne, tout simplement. Voilà, d'ici la prochaine, du coup, je vous souhaite bien évidemment de passer une bonne fin de journée, une bonne fin de semaine, jouez bien, portez-vous bien, et à la prochaine.